Est-ce que vous souhaitez qu'on anime ou on peut nous-mêmes déjà dire un petit mot quand même d'interaction, hein, même si c'est assez court et qu'on va être vigilant au temps pour permettre d'être dans un dialogue avec vous. Donc, moi, vous redire, donc je pense que là vous avez bien compris que je ne suis pas Jean-Pierre Coutron, je pense que vous avez été donc aussi informés. Donc je suis Nathalie Latour, je suis la déléguée générale de la Fédération Addiction. Donc c'est important aussi de dire de quelle place on parle et quelle est aussi la légitimité des choses qu'on peut transmettre et échanger avec vous. Donc c'est forcément un point de vue d'observation par rapport à la question des pratiques professionnelles, puisque la Fédération Addiction, c'est un réseau qui regroupe des professionnels, des structures et des professionnels aussi indépendants. Et donc c'est dans ce cadre-là que moi je serai en interaction et puis en échange avec vous. Alors, quand on a un peu échangé autour de l'atelier, c'est vrai que moi, il y avait trois choses qui me venaient, c'est-à-dire trois dimensions qui me semblent importantes d'échanger pour essayer d'englober cette vaste question hein, où sont les usagers, où sont les besoins, comment on adapte nos pratiques. Ben, c'est forcément du point de vue de l'évolution des pratiques professionnelles en tant que telles, c'est forcément aussi du point de vue de l'évolution des dispositifs et de l'adaptation des politiques publiques, et c'est bien évidemment aussi du point de vue politique, sociétal et de l'évolution de la société dans laquelle on est. Bien évidemment, ces trois niveaux sont tout à fait interdépendants les uns des autres, donc ce que je vais dire là très rapidement, c'est très schématique, mais c'est pour dire un peu comment dans cette complexité, on essaye d'avoir plusieurs portes d'entrée pour avoir une action et essayer d'avoir une action dans la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de professionnels du soin, de la réduction des risques, de la prévention. Alors, sur le premier axe, du point de vue politique, c'est vrai qu'il y avait deux éléments quand on a été sollicité pour cet atelier. On sortait des journées donc, nationales de Lille qu'on a fait en juin cette année, qui étaient sur addiction aux marges de nos mondes, point d'interrogation, qui posait le sujet de la discussion, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qui est en marge de quoi et qui est en marge de quoi et comment. Et ça renvoyait aussi en 2008 aux journées qu'on avait organisées qui s'appelaient Addiction au quotidien, l'ordinaire des addictions. Et c'est dans le cadre de ce congrès qu'on a commencé, donc ça va faire 7 ans, 8 ans, à poser par le biais d'apports de sociologues, de philosophes, etc., ce qu'on appelle du concept de société addictogène. Alors je ne vais pas vous dérouler tout ça, en plus je ne suis pas Jean-Pierre Coutron, donc je le ferai 10 fois moins bien que lui, mais c'est pour dire que quand on a des évolutions de mode d'usage, quand on a des évolutions de façon d'être dans la société, sur des questions de performance, on ne va pas se redire tout ça, on le sait, hein, par rapport à ce qu'on peut observer dans le monde du travail, dans la question de l'illimité, dans la question de la sensation, dans la question de tout ce qui va vite, on est forcément, et qu'on trouve corroboré avec les enquêtes en population générale, notamment par rapport aux jeunes et aux évolutions d'usage auprès des jeunes, si on pose ça comme étant un problème de maladie ou un problème de délinquance, puisque aujourd'hui, le schéma dans lequel on est, je parle le schéma global politique, il est celui qui a été construit dans les années 70, qui est celui, tu es soit malade, soit délinquant. Ben, effectivement, quand on pose ça, on se rend compte que vis-à-vis de la société globalement, dont les personnes que vous avez rencontrées font partie de cette société, que ce soit les invisibles, les cachés, les immobiles, etc., on est dans des décalages de perception de ce qui doit poser problème, pas poser problème, de ce qui est usage, de ce qui est usage problématique, de ce qui est usage excessif. Donc ça, c'est déjà un premier point, et on a énormément travaillé sur les consultations jeunes consommateurs, et c'est des choses qui reviennent constamment, cette question de la perception du travail des professionnels, ou même de la perception de la place des addictions et des drogues dans nos sociétés. Ça rejoint forcément la question des politiques publiques et de l'évolution des politiques publiques. Alors c'est vrai que
voilà, on ne va pas se refaire l'histoire, 70, le modèle s'est créé comme ça, sur des approches psychanalytiques, etc. Il y a eu l'épidémie massive de sida qui a fait qu'on a dû faire face à un problème de santé publique avec les premières choses qui se sont mises en place sur la question de l'outreach, les traitements de substitution. Et puis il y a eu l'addiction et la mise en place des dispositifs autour de l'addiction, avec des choses pas simples qui sont encore à continuer de régler, sur alcool, toxicomanie, addiction sans produits, spécificité, généraliste, etc. Et aussi sur des choses de qu'est-ce que c'est que l'identité de la RDR, qu'est-ce que c'est que l'identité du soin, qu'est-ce que c'est que la prévention, l'intervention précoce, avec des débats, beaucoup de débats autour de ça, et cette notion de continuité, de choses qu'on pouvait mettre, RDR sanitaire, RDR social. Et encore une fois, je dis ça très très vite, et on pourra en rediscuter, parce qu'il y a beaucoup de débats autour de ça, et notamment, pour vous prendre un exemple, qu'on a vu très récemment dans le débat sur la loi de santé, quand on défend les salles de consommation à moindre risque, et qu'on explique qu'on est aussi un réseau qui travaillons sur les consultations jeunes consommateurs, là, d'un seul coup, vous avez les gens qui disent « mais c'est ça aussi, cette pédagogie », c'est-à-dire d'arrêter de penser que parce qu'on défend quelque chose pour des populations, on défend l'ensemble de l'évolution du dispositif. Et souvent, on a été sur des choses un peu clivées, un peu clivantes, comme si, quand on parle d'une évolution dans le dispositif, on parle de l'ensemble des populations qui sont concernées. Encore une fois, tout ça est assez schématique, mais c'est pour donner... Et puis, dans le même mouvement, on a quand même une évolution des dispositifs, quoi qu'il arrive, pas que de ceux qui concernent les addictions. Il y a l'École des hautes études en santé publique qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est-à-dire la spécialisation qui était l'institution, on crée l'institution, qui était celle qui développait un certain nombre de compétences à l'intérieur desquelles les usagers pouvaient venir pour être accompagnés. On l'a vu sur la mise en place des traitements de substitution. On sait aujourd'hui qu'on est beaucoup plus dans des formes d'intervention qui se structurent sur la question effectivement du aller vers, de se déplacer, d'aller dans les univers de vie, etc. Donc c'est le troisième point sur la question des pratiques professionnelles. On parle beaucoup de la question de l'approche intégrée. Il faut faire de l'approche intégrée. Oui, c'est clair. Nous, on a, au sein de la Fédération Addiction, travaillé avec le RESPAD, Elsa France, c'est-à-dire tous les MG Addiction, les professionnels qui étaient du médico-social, de l'hôpital et de la ville, pour dire, mais finalement, comment on s'articule, comment on travaille, pour être au plus près des besoins de la population et des besoins des personnes qui sont concernées. Une fois qu'on a fait ça, je ne vous dis pas les heures de débat pour réussir à expliquer comment s'articuler, on s'est dit, bien évidemment, il manque un acteur essentiel dans ce travail-là, c'est le point de vue des usagers. Donc, on a organisé une première rencontre le 7 mars où on a sollicité des usagers pris en charge, des usagers non pris en charge, des associations d'autosupport, de représentants d'usagers, pour essayer d'avancer ensemble par rapport à cette question de l'adaptation des pratiques, des dispositifs, au regard de l'évolution des besoins des usagers. Et ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est qu'on est encore, malgré tous nos efforts, dans quelque chose où on marche dans un système, dans un parcours en escalier. On monte les marches. Et la question de l'approche intégrée, c'est quelque chose où effectivement l'usager est au centre et on met un certain nombre de compétences autour du besoin de l'usager. C'est ça qui est en même temps relativement simple, une fois qu'on le dit, tout le monde dit oui, mais bien sûr, c'est ce qu'on fait, et qui est relativement complexe dans notre mode d'organisation de santé et même professionnelle à pouvoir mettre en place. Alors je dirais, juste, je terminerai sur 2 points. Il y a une phrase que j'ai trouvée et qui illustre et sur laquelle voilà, on peut continuer à rebondir. Dans cette fameuse journée qui était organisée, il y avait le témoignage d'une personne qui disait moi, j'ai entendu de la part des personnes qui nous accueillent et qui font l'accompagnement, bon, lui, de toute façon, il n'est pas dans le soin. Et en disant, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être dans le soin?
Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que ces indications-là, elles ne sont pas pour dire d'un côté il y a le bon usager ou le mauvais professionnel. C'est de dire comment on arrive à redéfinir des choses qui ne plaquent pas des représentations, qui ne plaquent pas des modèles de prise en charge pour être effectivement au plus près des attentes et des besoins des personnes qui sont en face de nous, en ayant une réponse individuelle et bien évidemment une réponse collective. Donc ça rejoint ce que vous avez d'ailleurs montré, c'est-à-dire tous les travaux qu'a fait Harold Klingelmann sur la question de l'auto-changement. C'est-à-dire, vous l'avez montré dans vos diapos, mais il y a plein d'études qui montrent qu'il y a 70% des gens qui s'en sortent tout seuls. Donc l'objectif, c'est pas de dire super, du coup on n'a pas besoin des professionnels, mais comment aussi dans nos pratiques, on intègre ces capacités d'auto-changement pour faire évoluer ce travail de côte à côte. Et je voudrais juste citer la thèse qui a été faite pendant 3 ans de Nathalie Lancial sous la direction de Dominique Dupré, qui avait travaillé sur les usagers cachés de cocaïne et qui montrait là aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire ces usagers qui disent mais nous en fait on n'a pas de problème, on consomme, c'est récréatif, il n'y a pas de souci, bien que dans l'observation on se rend compte là aussi qu'il y avait des transmissions et d'hépatite et de choses comme ça, etc. Et effectivement, qui renvoyait peut-être au modèle de construction du dispositif, très centré sur la question des opiacés, et qui venait réinterroger la perception, encore une fois, qu'on peut avoir du dispositif de soins. L'objectif n'étant pas, encore une fois, de dire que rien ne va et que tout est à reconstruire. C'est des choses qui sont intéressantes pour qu'on puisse voir jusqu'où on adapte nos modèles d'intervention. Alors après, on pourra parler de plein de choses. Il y a change le programme sur l'hépatite. Il y a des personnes qui le mènent et qui pourront en parler parce que ça fait partie des programmes qui sont intéressants. Il y a des programmes comme Un chez soi d'abord qui sont illustrateurs de la question de l'approche intégrée, de cette fameuse approche intégrée. Hein, vous savez, des personnes qui cumulent de graves problèmes psychiatriques et des consommations importantes de produits pour lesquels on dit on met d'abord le logement. À la base, les gens, quand vous dites ça, ils disent ouais, non, ça marchera pas parce que ça fait 3 ans que le programme et il y a des résultats extrêmement intéressants à analyser. Et c'est pas l'usager, il va pas voir son référent addiction, son référent psychiatrique, son référent social, il est dans son logement et on intervient auprès de lui dans son logement. Voilà, c'était des pistes comme ça que je voulais indiquer par rapport à la réaction sur ces présentations. Alors, comme moi je pensais que j'avais rien compris du tout au rôle que j'avais à jouer là, mais finalement, si c'est une question de discussion, je pense que ça correspond plus à ce que j'avais essayé de bricoler, parce que j'avais cru comprendre que s'agissait de donner notre point de vue sur les enquêtes. Et en fait, effectivement. Plus sur la façon dont on regarde les usagers de drogue, et comment les usagers pensent qu'ils sont regardés. La pertinence des regards. Alors voilà. Donc finalement, je retombe sur mes pattes, c'est ce que je pensais, puisque pour effectivement animer la discussion, c'est ça qui me paraît le plus intéressant, je vais vous livrer ce que nous, on pense être le plus important du point de vue de cette vision que la société peut avoir. Ça marche, ça? Ouais, des usagers de drogue. Et notamment, une question cruciale, c'est la question des perdus de vue. Justement, j'ai appelé ça point de vue des perdus de vue, donc je vais essayer d'aller très vite, puisque je pense que c'est mieux effectivement qu'on échange. Pourquoi parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans la discussion, et je pense que c'est encore plus important que ce qu'on peut imaginer, tout à fait allusion à la population générale, et nous, finalement, on tente à penser que la population générale va bientôt être la population des usagers de drogue si on suit l'évolution des statistiques depuis les années 70. Où effectivement, on commence par une population très marginale qui tente à maintenant devenir monsieur et madame tout le monde, comme on l'a illustré dans notre dernier numéro d'Assul. Et en même temps, paradoxalement, la question du stigmate est beaucoup plus forte aujourd'hui, finalement, qu'elle pouvait l'être à une époque où les usagers étaient
mis dans un rôle un peu romantique, rebelle dans les années 70. Donc stigmate beaucoup plus fort aujourd'hui qu'hier, encore plus fort aussi qu'à l'époque du sida, ce qui est aussi paradoxal, où le vocable usager de drogue, on se rend compte qu'il n'a jamais pu prendre le pas sur le terme de toxicomane dans la vie de tous les jours, hein, dans les médias. Et la référence reste le client du système de soins en grande précarité qui cumule les handicaps sociaux, voire dans tous les congrès la multiplication des communications sur les comorbidités psychiatriques. Bon, il y en a eu un certain nombre ici, là, et donc on a un peu l'impression que le toxicomane c'est lui. C'est aussi la population qui est visée par les salles de consommation, mais les médias s'acharnent à en parler de salles de shoot, et je pense qu'ils n'ont pas tort de parler de salles de shoot, puisque c'est effectivement de ça qu'il s'agit, et c'est cette population de gens très précarisés qui est montrée par les médias. Les SMCR, en fait, personne ne sait ce que c'est. À chaque fois que je me couvre de ridicule, à chaque fois que je prononce ce mot à l'extérieur de notre microcosme. Et ça va avec une très forte stigmatisation de l'injection à l'intérieur même du groupe des usagers. Donc finalement, à l'intérieur de ce groupe des personnes qui consomment des substances illicites, pratiquement personne ne revendique ce titre d'usager. Donc c'est un peu compliqué pour faire des études sur les usagers de drogue. Les cannabinophiles, les cannabiculteurs, les teufeurs, les clubbers, les consommateurs récréatifs de tous ordres, tout cela refuse le terme. Et je pense qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une forte progression de la récréativité comme idéal dans la population et dans la population des usagers de drogue. Notamment, y compris avec l'héroïne d'ailleurs, parce que ça on n'a pas tellement parlé, mais les TSO intégrés dans une pratique de réduction des risques, ça sert aussi à avoir une consommation d'héroïne récréative. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des réseaux qu'on puisse appréhender, malgré que, en fait, les réseaux d'usagers de drogue, par définition, ils sont basés sur des techniques d'invisibilité. C'est-à-dire qu'on est visible dans la communauté le plus possible, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'acheter de drogue et d'en prendre, mais hors de la communauté, on est le plus invisible possible. Voilà, et aussi dire que c'est un exemple aussi de cette stigmatisation forte par rapport à ce qui pouvait se passer il y a 30 ou 20 ou 30 ans, en prison même, la population des usagers de drogue est fortement stigmatisée par la population carcérale en général, issue des quartiers. Voilà. Donc on peut dire aussi que l'invisibilité des usagers est inversement proportionnelle à leur insertion sociale, bon, ça vous l'avez dit moult fois, et l'augmentation globale des consommations aboutit au résultat paradoxal de centrer la visibilité sur les consommateurs les moins représentatifs de la masse des usagers. Et effectivement, ça impacte sur ce fameux contact avec les réseaux de soins. Donc, bon voilà, je ne vais pas, comme j'arrive, je suis le dernier, sinon il nous reste un quart d'heure de discussion, je vais passer très vite. Bon, je viens de le développer, hein, le point aveugle des usagers cachés. J'avais quelque chose à dire sur les sondages par téléphone, parce que je pense que c'est bon, ça en population générale, hein, c'est par téléphone en général. Et même par téléphone, je pense que cette question du stigmate et de l'invisibilité, voire de la paranoïa, elle pose problème parce que les gens qui sont usagers de drogue vont se minorer leur consommation. Enfin, il y a un doute raisonnable sur le nombre de répondants. Par contre, les enquêtes boule de neige, moi, me paraissent extrêmement intéressantes à partir du moment où l'origine, la semence, comme tu disais très élégamment, elle part du réseau de soins, elle part pas du réseau de soins justement. Quand elle part du réseau de soins, effectivement, il y a un biais forcément énorme. Alors, l'idéal, ce serait qu'elle parte des véritables réseaux de sociabilité que sont l'usage, le deal, la cession, le partage. Bon, alors effectivement, ça suppose que la police soit maintenue en dehors du coup. Mais si on arrive à effectivement cette fiction, on aurait une vraie photographie de ce que c'est que la vraie sociabilité des usagers de drogue. Et le refus de l'ivresse aussi est important dans la discussion, c'est-à-dire que ce qui est quand même la causalité essentielle, l'intérêt essentiel que portent les usagers de drogue au fait de se regrouper et d'avoir des contacts entre eux, c'est cette question de l'ivresse. J'étais déjà intervenu à la FFA pour dire que je ne trouve pas normal qu'il n'y ait pas de possibilité d'évaluer la question de l'ivresse dans la manière dont les usagers ont consommé telle ou telle drogue. Un cocaïnomane a un rapport à l'ivresse très différent d'un héroïnomane.
Neumann, ou encore plus quand c'est des récréatifs. Et il me semble qu'on pourrait rationaliser tout ça. Il y a des enquêtes sur les seuils de douleur, par exemple. Bon, on pourrait graduer de 1 à je ne sais pas combien la question du high. Et donc voilà, tout ça, ça me paraît être effectivement des pistes qu'il faudrait développer dans l'avenir. Mais effectivement, à chaque fois, on se heurte, 1, à la question morale, 2, à la question légale. Alors, un truc que j'avais intitulé avant, après, oui, bon, ça n'est pas très intéressant. Hop. Alors, je vais conclure. L'intérêt de boule de neige, encore une fois, qui me paraît effectivement le modèle le plus intéressant pour avoir une véritable appréhension de ce que c'est qu'un réseau d'usagers de drogue, puisque un réseau d'usagers de drogue, ça fonctionne en fait par boule de neige, naturellement. Il est réel et il permet de reconstituer cette logique de réseau qui existe dans le monde de l'usage. Mais c'est la dynamique d'un réseau d'usagers, je l'ai dit, c'est l'acquisition, la consommation d'une substance illicite. Mais souvent, dans cette dynamique, on intègre la question du moindre risque et du moindre coût, et on intègre la qualité de la substance, c'est-à-dire l'ivresse attendue. Donc, l'enquête boule de neige qui intégrerait ces différents critères aurait forcément plus de chances de capter les fameux usagers cachés dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais l'idée de l'argent là-dedans est intéressante quand même, parce qu'effectivement ça reprend quelque chose qui est au cœur de cette dynamique des réseaux d'usagers, à savoir l'argent. Voilà. Merci. Non, la discussion est ouverte plutôt. Je ferai juste un commentaire. Disons, le système boule de neige RDS considère, alors qu'on soit d'accord, c'est la théorie, mais normalement, à partir du 4e niveau, si on est dans quelque chose où, quel que soit le point d'origine, on a les mêmes résultats. C'est ça. Non mais, c'est la théorie. Bon, et que, bon, nous, on a fait cette chose parce qu'on avait une première partie. La seconde partie, théoriquement, c'était de partir du milieu festif, et la 3e partie, des gens qui ont des hépatites, et de regarder comment ça fonctionne. D'accord ? Mais la théorie qui est utilisée partout, mais ce que dit, puisque c'est utilisé pour mesurer les hépatites C et le VIH, notamment par le CDC américain, et puis ils disent il faut multiplier les sources. Mais en gros, l'hypothèse, c'est de dire qu'à partir du 4e niveau, et c'est malgré tout, on ne l'avait jamais fait, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de partout, dont une partie, il y avait 40% de gens qui n'étaient pas dans le système. Oui, d'accord. C'est juste, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. De toute façon, il y a toujours des biais. Et après, on dira, payer c'est bien, mais. Non, mais c'est très important. Mais c'était juste pour dire ça. Et la dernière chose, je pense que c'est important, et c'était dans les choses qu'on avait rajoutées, c'était ça. C'est-à-dire que, en gros, on pensait demander aux gens s'ils étaient heureux avec le questionnaire qui est utilisé, ça, le truc. Est-ce que vous êtes aimé? Faites-vous partie d'un groupe? Et quelque chose aussi qui était l'utilisation des produits. Est-ce que pour vous c'est un plaisir, une dépendance ou un danger? Et essayez de regarder 3 heures comme ça, on est d'accord? Mais on revient toujours à la même question. Il y a d'un côté le vécu de Fioran qui rencontre des gens, et après la simplification qu'on en fait avec l'analyse du questionnaire. Et c'est forcément, ou ce que Agnès a présenté avec les typologies qui sont forcément, comme elle a bien souligné, des choses qui sont artificielle. Et elle l'a dit, l'universalité, ça tue la vie. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la vie, la réalité est une complexité qu'on est amené obligatoirement à réduire pour la pensée. Oui, mais dans l'usage de drogue, on va tendre vers l'universalité bientôt. Bon, des questions? Non, mais c'est bon, moi j'ai fini. Non, je voulais juste dire pour les méthodes RDS, la difficulté, parce qu'effectivement, nous aussi, on avait pensé, envisager ce genre de choses, mais c'est extrêmement, extrêmement coûteux. Et faut dire que comme l'OFDT ne peut pas répondre, en fait, en général, aux appels d'offres, on est exclu d'un certain nombre d'appels d'offres. On se mord un peu la queue dans les objectifs. Maintenant, après, il y a beaucoup de choses qui sont discutables. Par exemple, le fait de payer peut entraîner des biais. Nous, quand on fait des études, par exemple, sur l'héroïne, au bout de quelques mois, ça se sait, par exemple, qu'on achète de l'héroïne et on nous donne de la poudre. Enfin, voilà, mais donc.
je trouve que le gros biais, quand même, c'est quand toute la journée on nous dit que X% de la population fait ceci ou fait cela, et qu'au final, la moitié de la population qui est usagère de drogue, on ne l'interroge pas. Je pense que ça, c'est quand même le biais le plus gros, quoi. Oui. Comment dire? Pourquoi vous voulez dire dans les pratiques, quand on dit, par exemple, on utilise les enquêtes, par exemple, dans les CARU, dans les XAPA, pour donner des... On dépiste 70% de la population usagère de drogue pour l'hépatite C. On a vacciné 40% des usagers de drogue. Bah là, il y a Madame Coquelicot qui est au fond. Le Coquelicot, normalement, est une enquête qui est censée être représentative, avec un échantillonnage qui est censé être représentatif des usagers de drogue. Alors effectivement, c'est pas moi qui vais discuter sur la question de la méthode, mais qui est censé... alors peut-être effectivement, il y a moins peut-être de récréatifs que de... Mais quand même... Comment ? Non, mais c'est la définition de l'usager de drogue qui pose problème dans ces cas-là. La définition même du terme. La question, c'est que il y a eu, me semble-t-il, je me permets, mais il y a eu quelque chose dans les années 80 qui a fait que tout d'un coup, il y a une représentation, c'est ce que vous disiez, qui a occupé les choses. Et puis maintenant, je dirais, c'est l'individualisme. On est dans quelque chose qui est complètement différent avec des produits. Même si c'est interdit, les produits sont largement différents. Enfin, je disais, moi, je voyais mes consultants dans les années 80. Ils disaient, j'ai plus de dealers. Et ben, qu'est-ce que je fais? On est en manque, il y a un machin. Ça n'existe plus. Les gens qui viennent dans les systèmes de soins, ils ont déjà utilisé tout ce qu'on peut leur proposer avant. Ils savent. Enfin, c'est ça la question. C'est que, et du coup, on est dans quelque chose. Et c'est ce que disait Fabrice. Est-ce qu'on se reconnaît dans ce qu'on... Je pense qu'il faut donner la parole à Marie Geoffrey, mais juste une chose, quand même, l'idée de ce genre d'études, c'est aussi de suivre les tendances, peut-être plus que de donner le chiffre exact, en fait. C'est d'avoir des repères et de suivre les tendances. Je sais pas, Marie, tu veux... Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas forcément d'avoir des chiffres exacts. Oui, donc juste pour dire un mot sur les différentes enquêtes, moi je pense que le problème, c'est qu'en fait, au lieu d'essayer d'opposer ces enquêtes, il faut juste les voir comme un dispositif complémentaire. Donc les enquêtes qui sont menées par l'OFDT, elles ont des biais, nos enquêtes ont des biais, les enquêtes RDS ont de très gros biais parce qu'en fait, elles ne sont représentatives que les germes en fait qu'on va utiliser, les usagers germes. Nous, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans la littérature internationale et scientifique sur la question. Ça ne nous empêche pas d'en faire. Donc en fait, on va aussi mener une enquête RDS financée par la NRS avec des prélèvements biologiques à partir d'une enquête RDS. Donc, mais pour compléter les dispositifs qui existent déjà. Et en fait, dans le cadre de l'enquête Coquelicot, on est représentatif d'une population qui est très particulière. C'est celle qui fréquente les dispositifs. Voilà, on en est conscient, mais c'est important aussi. Dans les dispositifs RECAP et dans les dispositifs Anacarud, c'est la même chose. Mais c'est aussi intéressant d'avoir des données sur ce type de dispositif, parce que c'est ce qui permet aussi aux structures ensuite de demander des financements pour avoir plus de moyens sur l'hépatite C ou sur la prévention du VIH. Ces enquêtes sont utilisées ensuite, comme les données de l'OFDT, pour faire évoluer la politique de réduction des risques, pour la mise en place des salles de consommation. On s'appuie sur ces enquêtes. Donc elles ont du sens, mais effectivement, elles ne sont pas du tout représentatives de la population des usagers cachés, sur lesquels il faut mettre en place là d'autres types de techniques. Donc pour répondre à Fabrice, mais je crois que je t'en avais déjà parlé, en fait nous on va mener 2 enquêtes RDS, une en structure pour travailler sur la transmission du VHC au niveau des réseaux d'usagers, et on va aussi mener une enquête RDS en prenant là comme graine de départ des usagers qui ne fréquentent pas les structures pour essayer effectivement de décrire les réseaux de sociabilité des usagers qui ne fréquentent pas les structures. Mais tous ces dispositifs sont complémentaires, ils ont chacun des limites, et c'est à partir du moment où on a l'ensemble de ces dispositifs qu'on peut ensuite dire quelque chose de l'usage de drogue. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé
non plus, c'est que là, on a fait un focus sur les dispositifs qui sont plutôt à visée quantitative, mais il y a aussi tout un champ de la recherche dans le domaine des enquêtes qualitatives, là, qui portent sur des très petits échantillons, mais qui aussi viennent compléter et qui ont du sens, parce que là, ils s'intéressent plutôt au vécu, au sens que les usagers donnent à leur pratique, mais tout ça doit être vu comme un ensemble qui se complète et pas comme un ensemble de données qui vont s'opposer ensuite, et aucune de ces données n'a plus de valeur qu'une autre, elles ont juste chacune des limites et chacune des forces. C'est ce que j'avais essayé de montrer en fait en montrant l'espèce de patchwork de kaléidoscope, c'est-à-dire que on essaye avec un certain nombre d'études, de travaux, effectivement, d'avoir une vision un peu cohérente de l'ensemble. Mais effectivement, l'étude parfaite en fait n'existe pas, c'est un fantasme. Oui, moi, je pense que ce que vous dites aussi souligne la nécessité de faire participer les usagers dans le système de soins. Bon, la question, c'est comment, mais c'est à ce prix-là qu'on peut atteindre des gens qui sinon sont en dehors du système de soins. Je crois qu'il y a effectivement, comme on l'a dit, du point de vue des enquêtes, c'est toujours perfectible. C'est évident qu'il y a des zones d'observation qui échappent. Mais en tout cas, un des leviers, et pas le seul, c'est à l'intérieur des dispositifs, la façon dont effectivement on continue à faire évoluer, la façon dont on prend en compte ce qu'on disait sur la question des savoirs profanes, savoirs savants, entre guillemets, c'est des choses que, par exemple, Aude Lalande a bien mis en exergue, hein, parfois ce sentiment, effectivement, d'être reçu et de recevoir le savoir sachant et de ne pas être pris en compte dans ça. Donc, tout ça pour dire que dans la façon dont on peut aussi accompagner dans le dispositif, dans l'image à le dispositif. Vous l'avez très bien dit dans ceux que vous avez rencontrés, sur oui, nous finalement on est venus, c'est pas trop pour ça, mais c'est pour dire que on est nous-mêmes consommateurs et on est dans ce type de situation. Comme l'a montré aussi l'enquête dont je vous parlais sur les usagers cachés de cocaïne. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de dire on met tout à la poubelle, c'est de dire comment on continue à prendre en compte ça, comment on continue à faire évoluer les représentations qu'on peut nous-mêmes avoir, y compris entre professionnels qui interviennent, entre ceux qui interviennent dans le champ de la prévention, la réduction des risques, des soins, comment on est nous-mêmes capables aussi de faire des passerelles dans la façon dont on va dans des univers de vie qui peuvent au départ sembler pas les mêmes publics, et dont on voit aussi l'intérêt parfois de partager sur des connaissances qu'on a en partant de notre connaissance de professionnels. Et puis je pense que on sortira de cette question des usagers cachés quand aussi la société assumera, entre guillemets, d'être dans la société dans laquelle on est. C'est-à-dire quand un jour on pourra aussi parler de ça sans être dans des positions caricaturales et dans des positions où on ferme tout de suite le débat. Regardez ce qui s'est passé sur la loi de santé, c'est quand même absolument édifiant. Quand vous regardez les débats qu'il y a eu sur la question du paquet neutre, du tabac et de la loi E20 sur la question de l'alcool, et que le lendemain vous avez les articles sur la RDR, donc les TROD, l'article 8 et les salles de consommation, vous vous dites mais c'est pas possible, les gens ils sont coupés en deux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir que tout ça c'est un tout, et que quand on agit sur un endroit, on agit aussi sur l'autre, et que quand effectivement leur position, dont le modèle à eux c'est non, ne faites pas la salle de consommation, faites des communautés thérapeutiques ou faites de la prévention, c'est là où on se dit qu'effectivement, il y a encore du boulot en termes de sensibilisation et de communication par rapport au fait qu'on n'est pas dans la figure du toxicomane. Qu'aujourd'hui, on est dans des modes d'usage, dans des modes de consommation qui ont largement évolué et qu'on ne peut plus répondre qu'avec une seule réponse à cette question.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Nathalie, sur la dualité entre soit malade, soit délinquant, et au final, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure en parlant d'universalité bientôt d'usage de drogue, ou de non-usagers qui prennent de la drogue, parce que les usagers cachés, c'est ça aussi. Parlons de citoyenneté, voilà, tout simplement. Il y a une question que je me posais par rapport à tout ce dont on discute sur les enquêtes, les études. On parlait d'une frange très insérée avec des moyens. On parlait des médias qui ont du mal encore à parler d'usagers de drogue, mais qui parlent encore de toxicomanes. Je pense qu'ils font partie pourtant des deux populations dont on parle. Qu'est-ce que vous pensez de la méthodologie d'une enquête dont on n'a pas parlé du tout, qui est la Global Drug Survey, et qui s'appuie notamment sur des médias pour pouvoir faire participer les gens à cette enquête? Oui, nous on a été étonnés en fait du recrutement en fait du succès, c'est ça. Je vais répondre la même chose, c'est complémentaire en fait, parce qu'effectivement d'un point de vue scientifique, une telle étude est forcément biaisée, enfin elle peut pas être, c'est pas forcément reproductible parce que d'une fois sur l'autre on va pas avoir pas forcément le même succès, pas forcément toucher les mêmes personnes, etc. Mais du coup, effectivement, il y a sans doute, ça a touché certainement une frange d'usagers qui est totalement différente, enfin qui est soit noyée dans les enquêtes de population générale et de toute façon on ne leur demande pas des choses aussi précises, soit qu'effectivement on a du mal à avoir de façon générale. Pour moi c'est complémentaire en fait, faut qu'on les regarde et ça fait partie, c'est une brique de plus en fait à l'ensemble des éléments qu'on a. Par exemple, nous, on a commencé pour toucher les usagers des nouveaux produits de synthèse. On a tenté une enquête en ligne aussi, donc sans base de sondage, c'est-à-dire en ne travaillant que sur la publicité qu'on fait. Et c'est vrai que de ce côté-là, les médias... alors après, il faut choisir toute la difficulté et de savoir sur... Là, ça s'appuie sur un média, c'est-à-dire que ça ne va pas... Non, il me semble qu'il y avait les Inroc aussi cette année. Libé les Inroc. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est probablement également une partie en fait de la population. Donc bon, c'est une information en plus en fait. Pour moi. Mais en fait, moi, je comprends l'idée que effectivement, bon, on en est là parce qu'on a un cadre légal tout ce qu'il est, donc forcément, ça part de la visibilité, elle part du cadre sanitaire, puis on est bien placé pour le savoir, puisqu'on n'existerait pas en tant qu'association d'usagers si on n'est pas clairement dans ce cadre sanitaire, puisqu'on est association de patients. Mais je pense que c'est pas la même finalité, ce serait pas la même finalité de faire des enquêtes qui partiraient de l'idée qu'on enquête sur les consommations des gens, et c'est effectivement pour ça que le Global Survey est intéressant. Par contre, si on parle du système de soins, et ça je trouve que c'est singulièrement absent, il faudrait plutôt faire des enquêtes sur la manière dont les usagers se satisfassent ou pas du système de soins, les usagers du soin. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du dossier qui s'appelle démocratie sanitaire, dans lequel on essaye de mettre un petit doigt, mais qui quand même, je passe sous ton contrôle, Nathalie, pas forcément le plus facile à traiter par les structures, mais en termes d'enquête, c'est là où c'est étonnant, quoi. Les enquêtes dans le système de soins devraient d'abord avoir comme objet, non pas les consommations ou l'état de santé, mais, en tout cas, ça serait intéressant que ça ait comme objet la question de la satisfaction des usagers par rapport à ce système de soins. Surtout que nous, bon, avec le peu de choses qu'on fait dans ce domaine-là, on se rend bien compte qu'il y a une énorme difficulté de la part des usagers du système de soins, usagers de drogue, donc anciens délinquants, à faire valoir une parole de ce côté-là, puisque, et je suis toujours le même exemple pour ça, et j'en ai encore parlé hier à Pierre Nicole, c'est l'histoire de la non-délivrance des traitements de substitution, où il n'y a pas une pathologie où ce serait concevable, quoi, que 3 pharmacies sur 4 disent non, monsieur, votre ordonnance
sinon je ne vais pas vous délivrer votre traitement parce que c'est pas bien. Donc voilà, c'est ça qui... C'est plutôt ça que je voulais dire en disant que c'est un autre point de vue, quoi. Oui, alors là aussi j'en ai pas parlé, mais dans notre enquête, il y avait quelque chose pour les gens qui étaient dans le système de soins. Il y avait en gros, quand vous avez abandonné une structure, pourquoi vous l'avez abandonnée et qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendriez. Donc ça, c'était ouvert, donc c'est des questions. Mais quand même, dans ce qui ressortait, alors qu'on soit bien d'accord, j'ai pas du tout regardé la partie RDS et je reviens, ça faisait 330. Mais finalement, on avait, et je pense que Fiorent sera dynamique, finalement, les usagers qui sont dans le système, et je dirais que c'est assez normal, finalement, sont relativement satisfaits. C'est-à-dire qu'en gros, sinon ils n'y seraient pas. Enfin, c'est ce que je dis sur les enquêtes de satisfaction à l'hôpital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une diversité d'une offre, les gens, s'ils ne sont pas contents, ils ont la possibilité d'aller ailleurs et ils vont ailleurs. Donc, on n'a pas de... Non mais, Fabrice, moi c'est simplement la réponse de la question. Non mais j'ai pas dit que c'était pas prisonnier, mais ce que je veux dire c'est que ils avaient la possibilité de répondre comme ils voulaient là-dessus, et j'ai pas énormément de choses, si ce n'est peut-être des choses sur nos interlocuteurs ne connaissent pas suffisamment les produits, ou ils pourraient être plus sympas. Il y a enfin des choses comme ça, mais ça ne remonte pas de façon majeure par rapport à ça. Je ne veux pas dire que c'est simplement ce qui apparaît. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il va un petit peu avec le reste, c'est-à-dire qu'avec l'évolution actuelle, qui est finalement une disponibilité des produits, disons, qui est extrêmement large. C'est-à-dire moi, quand je vois sur la partie cannabis, les mineurs que je vois à l'EPM, etc., sur ce qu'ils ont, disons, est-ce qu'actuellement, je ne sais pas entendre politiquement, mais quelle est la légitimité à faire que ça ne soit plus quelque chose qui soit légalisé? C'est-à-dire qu'on puisse aborder directement sur ce que ça peut être, avec des choses, on sait ce qu'on transmet, etc. C'est-à-dire que, bon, après c'est compliqué parce que les drogues évoluent, il y a un ensemble de choses. Mais je suis... Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal de... Enfin, je crois que c'est même ce soir qu'il y a un truc, des discussions là-dessus. Oui, je crois que c'est maintenant. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions d'actualité. En quoi, et quand on voit ce que ça a fait dans les pays en voie de développement et comment ça a été utilisé politiquement, on se dit qu'il y a... Enfin, on est sur de la projection de résultats qui pourraient arriver, qui seraient, disons, terribles et qui ne sont pas forcément bien pires que ce qu'on a maintenant. Je dirais, la dernière chose, c'est que malgré tout, ce qu'on voit sur l'usage de drogue, c'est un à côté de la position sociale. C'est-à-dire que les gens, ils sont socialement quelque chose et ils utilisent de la drogue dans ces enquêtes, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ne se résument pas à cette... On peut très bien les caractériser par quelque chose de complètement différent de ce que l'usage de drogue. C'est ça un petit peu. C'est-à-dire que vous avez le PDG, vous avez le type dans un squat, etc. Et si vous faites une typologie du squat, vous n'aurez pas forcément quelque chose qui fera que l'usager est différent. Vous voyez ce que je veux dire? On revient à cette histoire de mettre dans des cases. Et c'est un peu le problème auquel on est confronté, parce que ce n'est pas forcément la résolution de la case qui est la question qui est importante. Mais complètement, et c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire évoluer, que ce soit dans la participation des personnes et l'Observatoire du droit des usagers et un des outils, qu'il faut mieux investir, mais un des outils, et en population générale. C'est-à-dire que ce qu'on voit de notre petite fenêtre à nous, d'intervenants, et qu'on a surtout beaucoup vu, et alors là, complètement touché du doigt avec la question des consultations jeunes consommateurs, c'est que les jeunes, ils n'ont zéro problème. Et en soi, une majorité a zéro problème. C'est du coup comment on adapte des modes d'intervention pour faire en sorte que les populations dont vous parlez, c'est-à-dire ces enfants qui a 8 ans, qui a 10 ans, qu'on retrouve 10 ans après, qui n'ont vu personne, ou qui on a eu l'impression qu'ils n'avaient vu personne. Donc c'est ça, c'est quel type de réponse, parce qu'on ne va pas mettre des spécialistes des addictions dans tous les coins de rue ou des écoles, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais ça interroge comment on y répond, comment on perçoit ça, et comment on sort effectivement de l'identité qui ne peut plus être une identité définie juste parce qu'on consomme. Les gens, ils se définissent pas comme étant consommateurs, ils se définissent comme étant autre chose et dans le fait qu'ils consomment. Certains pour récréatifs, certains... Ça ne veut pas dire qu'après on ne trouvera pas des usages problématiques. Et c'est bien ça qui fait qu'on a à s'y intéresser. Eh bien, ça va être la fin.